avec un S à sport. Bonjour à tous et bienvenue sur le Goss FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à sport. Et ce soir, on reçoit Christian Naffer, Chris pour les intimes, qui est coach sportif professionnel et athlète Hyrox. Salut Chris, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'accueil. Eh bien écoute, c'est avec grand plaisir. On reçoit aussi en tant que chroniqueur, mais il est chez lui, Louis Genillet qui devient un chroniqueur historique. Bah écoute, merci pour l'invitation Fabrice. Eh ben oui, et puis Louis maintenant sait que l'Olympique de Marseille va gagner la Ligue des Champions depuis cette victoire 4-0 contre l'Ajax, c'est ça ? C'est ça, en pleine bourre en ce moment, faut garder espoir. Bon, et ben super, super. Et Maxime Secalo qui lui par contre est un peu contrarié en ce moment parce qu'il a vu que le PSG était sur la Yamal et ça je suis sûr que ça te contrarie Maxime, non ? Salut Fabrice, salut Christian, bonjour à toutes et tous. Écoute Fabrice, moi tu sais, mieux je parle de l'OM et moins du PSG, au mieux je me porte, tu vois. Ouais. Donc écoute... La Yamal ça ferait mal quand même. Oui, c'est le cas de le dire. Après, on a bien vu au PSG que peu importe forcément les stars qui sont présentes dans l'effectif, le plus important c'est le collectif. On l'a vu l'an dernier avec leur victoire en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils restent comme ils sont actuellement pour le bien du groupe et pour peut-être faire le back-to-back. Ouais, c'est pas le joueur le plus humble quand même, l'ami Yamal. C'est vrai. Et puis à Paris, j'ai peur que ça lui tourne un peu la tête en plus. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Un petit coucou aussi à notre ami Antoine Lafont qui préfère le couscous marocain avec un S à sport. Bon, lui on veut pas. Mais bon, voilà, on lui fait un gros bisou et puis je sais qu'il a regardé Paul Sexas, on va en parler aussi. Parce que lui, il nous étonne de jour en jour. Christian, Chris pour les intimes, je le répète, c'est important quand même. Oui, Fab. Excellent. Alors, raconte-nous un peu, c'est quoi d'être athlète Hyrox ? Alors, l'Hyrox déjà, dans un premier temps, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est une compétition qui existe maintenant depuis bientôt 10 ans. Ça a été créé du coup en Allemagne en 2017. Et en fait, c'est une compétition en fait, qui est standardisée, c'est-à-dire que c'est le même format partout dans le monde. Et donc, on retrouve une partie avec le running, donc, parce qu'il y a 8 km. Ouais. Et entre chaque kilomètre qui sont effectués, il y a 8 stations d'exercices fonctionnels, plus ou moins, de force, d'endurance. Et voilà, plutôt cardio. Ok, donc là on voit Hyrox Paris, parce que j'imagine que bien sûr il y en a sur toute la planète, mais est-ce qu'il y a un classement mondial ou pas du tout, ou c'est des compètes que comme ça, ou vraiment il y a un top 10 un peu comme au tennis par exemple ? Alors effectivement oui, il y a une compétition, cette compétition est à l'international dans plusieurs pays dans le monde. Et comme je te le disais, il y a un classement qui est effectué par catégorie d'âge aussi. C'est ça qui est super intéressant, qui fait qu'en fait, tout le monde, peu importe l'âge, peut entre guillemets se comparer à d'autres compétiteurs partout en Europe et dans le monde aussi également. Et aussi, on a un top 15, c'est ce qu'on appelle les élites. Donc, ce sont les 15 meilleures femmes et hommes qui ont du coup un championnat qui est fait à la fin de la saison. J'imagine, après je laisserai la place à mes amis chroniqueurs. J'imagine qu'il doit falloir une grosse condition physique parce que ce que j'ai oublié de dire, et je m'en veux un peu quand même, c'est rare quand j'oublie quelque chose quand même, Non, je plaisante. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que tu as fait l'émission Ninja Warrior sur TF1, là. Exact, il y a 3 ans. Ouais, j'aurais pas été pris, moi, je pense. Mais... Non, mais plus sérieusement, physiquement, t'es quand même costaud, quoi, on va dire. Affûté. T'es préparé, quoi. Affûté, c'est le terme exact. On va dire que j'ai que l'expérience dans le sport, c'est un atout, mais c'est pas forcément un avantage dans cette compétition. Je suis comme tout le monde, je suis novice aussi, je découvre. Comme je te le disais, il y a la partie course à pied aussi. Et ce qui est intéressant par contre dans cette course, c'est que c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc on retrouve des mouvements fonctionnels, courir, en fait tout le monde peut courir à son rythme, peu importe l'âge, peu importe l'expérience dans le sport, le passé. En fait, tout le monde peut participer à ce type de compétition. Ok, Louis ou Maxime, peu importe, un des deux, quand vous voulez. Bon, je vais t'appeler Chris, comme on est entre nous ici, il n'y a que 5 personnes autour de la table, donc ça va bien aller. Bien sûr. Pour les gens qui nous écoutent, on a reçu ici des athlètes qui font du coup de la course classique, de l'athlétisme. On a reçu aussi des personnes qui font du triathlon, donc avec une partie course. C'est quoi vraiment les différences notables entre une préparation d'une course Hyrox et d'une course, on va dire, peut-être d'un marathon ou de choses comme ça, pour toi ?
Alors déjà, dans un premier temps, forcément, il faut quand même un minimum de préparation. Je dis que c'est accessible à tout le monde, bien sûr, c'est un fait, mais il faut quand même un minimum de préparation parce que 8 km, ça ne se fait pas comme ça. Il faut vraiment avoir, se préparer un petit peu, se remettre un petit peu à la course, travailler ses foulées, etc. Mais il y a aussi les parties avec les différentes stations que les gens ne connaissent pas forcément, comme le ski erg, comme le rameur, on va dire le set pull, c'est le poussé de traîneau. Donc c'est sur 50 mètres, il y a aussi le tirage. Donc tous ces mouvements, en fait, on peut les travailler au préalable. On va dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup accessible dans les différentes salles de fitness. Donc ça demande quand même un minimum de préparation. Pour les personnes qui ont du coup ce passé, comme je prends l'exemple des triathlètes, ce qui est intéressant avec ces athlètes-là, c'est qu'en fait, ils ont la particularité d'avoir ce volume d'entraînement qui permet en fait d'être plus à l'aise sur ce type de compétition. Parce qu'ils ont le run, ils ont le vélo, ils ont la course à pied, et ils travaillent aussi ce qu'on appelle les transitions. Et c'est vrai que l'Aerox, il y a 1 km de course, puis une station. 1 km de course, une autre station, et ça 8 fois. Donc forcément, ces athlètes seront plus avantagés et auront plus, on va dire, l'accès facile sur ce type de compétition. Oui. Ouais, c'est intéressant. Je vais t'appeler Chris aussi, puisque tout le monde t'appelle Chris ici. Tu fais bien, tu fais bien. Avec plaisir. J'y vais plein faire. Ne pas le convertir à l'Olympique de Marseille, quand même, je vous surveille tous les deux. Non. Il est bien entouré, mais on va éviter. Moi, ma question, elle était aussi orientée par rapport à ton parcours en règle générale. Donc aujourd'hui, on a compris que tu étais très orienté à Aerox. C'est ce que tu as toujours fait, ou parce que ça existe que depuis 10 ans, du coup. Est-ce que tu as fait du crossfit avant? Est-ce que tu faisais d'autres sports qui pouvaient être peut-être en lien, ou pas du tout? Alors justement, moi j'ai découvert l'Aerox que cette année. D'accord. Ma première compétition, je l'ai réalisée au mois de février à Toulouse. Donc, et comme la plupart des personnes, des athlètes, on tombe vraiment forcément dans le jeu. Et moi, ça a été le cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je retrouvais déjà un peu ma méthodologie d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais des entraînements depuis toujours. Je suis issu du basket. Donc, j'ai joué pendant plus de 18 ans au basket semi-pro, donc au niveau national. Plus haut niveau, c'était National 2. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal, effectivement. Ouais. Et moi, j'étais plutôt axé justement à toucher à tout. J'avais la préparation physique au niveau du run, donc j'avais de l'athlétisme, j'avais du renforcement musculaire spécifique, donc lié à mon sport, donc, qui était le basket à ce moment-là. C'était plus en prévention de blessures et permettre au corps d'être prêt sur toute la saison. Donc en fait, je faisais différents sports variés, comme la natation aussi également. Et ça me permettait du coup d'être ultra complet et de pouvoir justement durer dans le temps. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé justement avec l'Aerox quand j'ai découvert cette compétition, ce qu'il fallait mettre en place au niveau des différents entraînements. Et c'est pour ça qu'en fait, forcément, pour moi, ça a été, allez, go. Et le fait d'avoir arrêté la compétition il y a un peu plus de 10 ans maintenant, quand j'ai fait ma reconversion dans le fitness, je me suis dit, là, ça me permet d'avoir un nouveau challenge. Donc voilà, il faut savoir que j'ai 44 ans aujourd'hui. Donc nouveau challenge. Merci. Tu as 44 ans aujourd'hui ? 44 ans. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, actuellement. Moi, faut pas me lancer parce que c'est bientôt. C'est au mois de janvier. Donc on a encore quelques mois. Moi aussi, je suis du mois de janvier, tu vois. Ouais. Mais c'est les gars, physiquement, du mois de janvier. Moi aussi, Fabrice, c'est les meilleurs. Hein. Ah, exactement. On a quand même les antipodes. Qu'est-ce que je voulais te dire ? T'es plus Steph Curry ou LeBron James ? LeBron. Ouais, LeBron, ouais. Donc costaud sur l'homme un peu quand même. Alors, pas sur l'aspect physique, mais on va dire sur la préparation. En fait, LeBron, c'est justement, c'est un athlète qui a aujourd'hui plus de 40 ans, qui est encore dans le top niveau, et qui met en place, moi ce que j'adore, c'est tout ce qu'il met en place autour de sa préparation pour justement être encore à ce niveau, un peu comme dans le foot, Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est les mêmes. Ouais, c'est vrai que LeBron James, il est impressionnant, mais Steph Curry, quand même, il est aussi. C'est notre génération pour. C'est un sacré shooter. Il a failli changer la règle de la ligne à 3 points. C'est pas rien quand même. Le gars, il a failli faire changer une règle NBA quand même. Ouais. C'est incroyable. Ouais, non, mais LeBron, c'est vrai qu'il est absolument dingue, ce mec. En termes de longévité, c'est costaud. Ouais, c'est fou. Ces mecs-là, c'est des vrais athlètes. C'est fou. Donc il faut quand même, parce que tu disais tout à l'heure que c'était possible pour tout le monde, mais il faut quand même une bonne condition physique. On peut pas faire de l'Aerox si on n'a pas quand même un peu de sport derrière soi, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de temps limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moyenne générale, c'est, on va dire, pour un homme, c'est une 35, une 40, pour une moyenne normale, pour terminer cette compétition, parce que le but, bien évidemment, c'est de la terminer le plus vite possible. Ouais. Et pour les femmes, c'est pareil, c'est une 38, une 45. Mais en fait, il n'y a pas de temps limite. Donc, peu importe, j'en ai déjà vu sur des compétitions qui faisaient le run la course à pied en marchant.
Voilà, donc c'est possible et qui prenait vraiment le temps qu'il pouvait pour les différentes stations. Donc des fois, ça peut durer un peu plus de 2 heures. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est le challenge, c'est ça, c'est le dépassement de soi et de le terminer. Donc, bien évidemment, si on veut être un peu plus à l'aise sur la compétition, voilà, faut savoir s'entourer, se préparer un minima. De retour sur le Goss FM pour cette deuxième partie, toujours en compagnie, bien sûr, de Christian Naffer, Chris pour les intimes, qui est coach sportif professionnel et athlète Hyrox. Louis Genillet, qui est toujours bleu et blanc et fidèle. Le super sub, Fabrice. Voilà. Et puis Maxime Secalo, qui était proche de Véronique Rabiot il n'y a pas si longtemps que ça, mais leurs relations se sont dégradées. Écoute, le Duc régale encore, quand même, Fabrice. C'est vrai. Le Duc régale encore. Louis ? Ouais, du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Chris, on a beaucoup parlé de l'Hyrox. Peut-être préciser à un moment, 1h30, c'est 1h30 pour faire le tour, du coup? Non, justement, c'est 1h38. Donc la moyenne, on va dire, pour les hommes et un peu plus pour les femmes, 1h40. Est-ce que tu peux nous décortiquer, par exemple, une épreuve, vas-y, ou plusieurs épreuves? Alors, par le commencement, on commence toujours par 1 km de course à pied. D'accord. Voilà, à réaliser le plus vite possible. D'accord. Ensuite, à plat? À plat, oui, toujours. Il n'y a pas de dénivelé. Il n'y a pas de dénivelé comme dans les trails ou autres courses, mais non, c'est bien à plat. Et souvent, c'est indoor. Ça peut arriver dans certains pays, que ce soit à l'extérieur, comme à Rome, par exemple, ou Berlin. D'accord. Ouais. Et là, c'est à Porte de Versailles, c'est ça? Là, c'est à Porte de Versailles pour Paris, pour le prochain. Et on aura Grand Palais à nouveau en 2026. Sympa. Donc celui de Paris, c'est le 15 novembre, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Ok. Ouais. T'es prêt? Bien sûr. Complètement. Donc le plat, et puis ensuite c'est pas le 15, c'est la semaine d'après. C'est le 22? 22, ouais. 22, ça démarre le 22. Ouais. C'est sur toute la semaine, du mercredi au dimanche. Ah, mais c'est ta prépa qui se finit le 15, c'est ça? Ouais. D'accord, c'est la prépa, c'est la prépa. Donc ensuite, pour les épreuves? Alors, toujours par le run, 1 km. Ouais. Ensuite, on a 1 km de ski erg à faire, le plus vite possible. C'est quoi ça? Alors, le ski erg, c'est un appareil fonctionnel où tu retrouves un peu le mouvement du ski. Donc, tu as 2 poignées et tu dois tirer du coup les cordes en direction du coup en dessous de nous, ramener au niveau des hanches. D'accord. Donc, il y a une certaine résistance et du coup, c'est de réaliser les 1000 mètres le plus vite possible. D'accord, purée. Donc, c'est un mode ski de fond, quoi, à bloc. Ouais, à fond, ouais. Wow. Donc, les bâtons. Plutôt le haut du corps, les dorsaux notamment, les abdos aussi. Et c'est pas mal, ça on voit. L'émission est filmée, Louis, tu fais bien les bâtons. Hein. Je pense que j'en parlerai à Johan, je pense qu'il va regarder. Il fait du air ski de fond. Il va te taquiner. À défaut de pas faire de ski, j'essaye. Donc ensuite, on reprend la course à pied. Et là, après, on passe au traîneau. D'abord, le push, en fait. Donc, tu dois pousser un traîneau. Après, en fonction des catégories, parce qu'il y a différentes catégories aussi. Ouais. Catégorie open, où là, c'est accessible au tout public. Et la catégorie pro, où les charges sont un peu plus élevées. Voilà. Donc, c'est quoi à peu près les charges Alors, 150 kg et 200, à peu près 200 kg. Ok. T'es obligé de... Attends, tu pousses un traîneau avec 150 kg dessus? Exact. 200 catégories pro. Et le Père Noël est bien chargé, Fabrice, cette année. 200 il est bien kilos, chargé, il y a le Père du cadeau. Noël, Il a bien mangé quand même. Hein. Mais c'est hyper physique, quoi. Enfin, c'est... Et sur combien? Sur 50 mètres. Oh la vache. Ouais, c'est terrible, ça. Mais ça se fait bien. Après, si tu as la bonne technique, l'entraînement minimum qu'il faut, ça se fait. Ça se fait bien, sauf qu'il est obligé de préciser que tu as 1000 mètres de ski à faire avant quand même. Voilà. Non, et après, et là, on est qu'au début. Parce qu'après, tu repars sur la course à pied et après, tu retrouves encore ce traîneau, mais cette fois-ci, tu as le tirage avec une corde. Pareil sur 50 mètres. Donc le même poids, tu l'as poussé, tu le tires Alors après. non, c'est pas le même poids. Les poids sont à 150 du coup pour le tirage et puis 70 kg environ pour la catégorie open. Okay. Mais Chris c'est quelqu'un de pudique, hein, je le connais un peu, et s'il se met torse nu, vous allez voir les tablettes là. Donc le traîneau, lui, il peut le pousser. Moi non, mais lui, oui. Donc ensuite, une fois que tu as poussé le traîneau, tu repars du coup en course à pied. Ouais. Et ensuite, là, tu as 80 mètres du coup de burpees à réaliser. C'est quoi ça? Alors, les burpees broad jump, en fait, c'est un mouvement où du coup, tu te baisses, tu te mets carrément au sol, tu te redresses, et puis là, au lieu de faire un saut sur place, tu fais un saut en avant. Voilà, et tu fais ça sur 80 mètres. En fait, c'est une pompe et voilà. Tu sautes. En gros, ouais, c'est ça, tu descends complètement, c'est un descente, voilà, poitrine au sol, tu te redresses, tu ramènes les pieds du coup au niveau des mains, et un jump. Et tu as un jump vers l'avant. Nickel. C'est impossible ça. Bah si.
Non, mais Si. physiquement, non, mais. Je vais te montrer juste après le. Ouais, ok. Tu vas nous en faire et on va les filmer et on les mettra du coup Allez. sur. Les auditeurs vont être ravis. Non, mais franchement, est-ce que par exemple un footballeur ou un rugbyman de haut niveau peut faire ça? Mais complètement. Il y a des anciens rugbyman et footballeurs qui oui. font ça. Ouais, ouais. ouais. Basketteur et compagnie, hein, je parle Le volley. joueur il y a un joueur qui était à Lille avant, notamment Mavouba, Ok. c'est ça. Rio Ouais, Mavouba, qui est, ouais. voilà, qui est athlète à Puma, il me semble, Mhm. qui du coup le réalise de temps Ah, en temps. génial. Ouais, il était à D'accord. Toulouse. D'accord. Et donc là, c'est fini après ou pas? Non, là on est encore au début, tu fais t'es 1 kilomètre de course et après tu reviens et là tu as la station numéro 5, donc c'est 1 kilomètre de rameur. Nickel. Voilà. Oh, purée. Et après, c'est quoi toutes les épreuves? Après le rameur, du coup, bah, tu retrouves le farmer carry, donc tu as 2 kettlebells, donc en fonction des charges, donc c'est 24 kg dans chaque bras ou 32 kg, Ouais. donc sur 100 mètres, donc le plus vite possible. La course à pied. Ensuite, tu as les fentes lestées, c'est-à-dire que tu as un sac donc environ de soit 20 kg, 30 kg, et tu dois réaliser une fente donc, vers l'avant, toujours, hein, et tu as 100 mètres à faire, du coup. Ouais, purée, d'accord. Et la dernière station, donc c'est les wall balls, pareil, donc c'est soit 6 ou 9 kilos pour les hommes, et tu as 100 répétitions à réaliser. Voilà, avec ta cible. Ouais, c'est plus orienté autour des jambes que du haut du corps finalement. Bah, finalement, ouais, tu as quand même le bas du corps qui cherche quand même pas mal. Hein. Il charge, ouais. Et donc ça, les records, c'est 1h38 Ah non. à peu près? Non, ça c'est la moyenne, La moyenne, open. ok. Après les records, pour les élites, Ouais. on se retrouve pour les hommes donc à 53 minutes, Ok. et pour les femmes, on est à 56 minutes. Et toi, t'en es où du coup sur ces scores? Alors sur ces scores, moi, le meilleur temps que j'ai réalisé en catégorie pro, c'est 1h17. Ouais, quand même. C'est bien 1h17, purée. Voilà, en catégorie pro, et 1h10 en catégorie open. Punaise. Voilà. T'as juste le détail, je suis fatigué en fait. non, mais c'est hallucinant. Non, mais sérieusement. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Non, mais je pense que il faut donner un élément de comparaison. Des personnes comme nous, on met 2h30. Vraiment. Non. Moi, je mets 2 jours et demi, moi. Parce qu'il faut que je récupère et tout, les cachets, tout ça. Il va demander à la porte de Versailles de rester ouvert pendant la nuit, histoire qu'ils finissent, quoi, Fabrice. moins Ouais, 2 c'est ça, heures, c'est ça. Non, ça peut se réaliser en moins de 2 heures. Ah je ouais pense. Oui, Ok. largement. Et pour toi, justement, c'est quoi la discipline la plus dure, dans tout ce que tu as énoncé, à faire, tout simplement? Alors pour moi, là où je suis on va dire le moins à l'aise, et je l'ai travaillé depuis, c'est plutôt sur les ergos, donc c'est le ski erg et le rameur, pour tout ce qui est force sur le bas du corps. Donc on va dire que j'ai accumulé suffisamment d'expérience à ce niveau-là, je suis plutôt bon en puissance, mais le plus important encore, c'est la course à pied. Donc du coup, là c'est ce que j'ai amélioré, j'ai pris un préparateur justement pour ça pendant 4 mois là, Ouais, et du coup j'attaque ma saison là du coup à partir de Paris. c'est Et, super intéressant. Hein. Ouais, génial. Et pourquoi tu t'es pas orienté justement sur des compétitions comme la Spartan Race, on en parlait justement en off, Ouais. qui sont des compétitions où on est en outdoor, il y a du dénivelé, il y a de la force, il y a du kilomètre derrière aussi. Pourquoi pas être parti là-dessus et plutôt orienté Aerox. Bon. Alors en fait, moi j'avais déjà réalisé auparavant un Mud Day. Donc c'est le Ouais. même principe, c'était celui de Lyon. Donc c'est le même principe qu'une Spartan. Du coup, C'est quoi ça? C'est pour nos auditeurs, hein, parce que. Alors un Mud Day, c'est comme une Spartan. Donc en fait, là moi j'avais 14 km à faire et en tout j'avais une vingtaine d'exercices à réaliser entre chaque. Voilà, il y avait un peu de natation, on marchait dans la boue, on devait monter des collines. C'était hyper compliqué. Pareil, on avait c'était pas des sacs qu'on avait, c'était des sacs de sable lestés, ou alors on devait porter un binôme, voilà, sur plusieurs mètres. Ça, on retrouve un petit peu, c'est l'expérience qu'on a aussi en Aerox. Là, c'est totalement en extérieur, par contre. Est-ce qu'il y a des athlètes Aerox qui en vivent? Ouais, complètement. Aujourd'hui. En Europe? En Europe et même en France. En France, hein, on a un champion de France, le plus représenté, c'est Geoffrey Voisin, qui est champion de France dans sa catégorie d'âge et qui a fait partie aussi du top 15 monde. Donc c'est lui qui a le plus, on va dire, d'expérience à ce niveau-là. Il s'est lancé dès le démarrage en 2017. Et on a aussi Alan Cao, marseillais, pour le coup, qui... Personne n'est parfait. Mais par contre, il est très très bon, il est très très fort. C'est quoi? C'est des sponsors qu'ils ont? Ou alors il y a un prix peut-être comme... Alors de base, tous les deux, ils ont la particularité d'être coach sportif déjà de base. Et en D'accord. plus, ils ont des sponsors aujourd'hui comme Puma et d'autres marques de compléments qui se joignent à eux, des partenaires qui sont issus du milieu du sport. Voilà. Donc il s'appelle Voisin, donc heureusement que c'est pas mon voisin. Et KO. Je le suis un peu tout de suite. 15 secondes, cher ami. Et toi, Chris, on sait que l'Aerox se fait en solo ou en duo. Ouais. Toi, c'est vraiment solo ou tu le fais des fois par équipe?
Alors j'ai déjà réalisé aussi également en duo, et notamment le week-end dernier, j'étais à Genève avec un collègue de la salle de sport, et on a fait justement réaliser cette catégorie en duo open. Ok. De retour sur le Goss FM pour cette troisième partie, toujours en compagnie de Chris Naffer, de Louis Genillet et de Maxime Sécalo. On va parler rugby. Alors déjà, j'ai écouté Yannick Bru en conférence de presse. Bon, ils ont pris une grosse branlée au Stade Toulousain, mais Yannick Bru, il était posé, il a dit que ces joueurs n'avaient pas le niveau. Et bon, il y avait 4-5 joueurs qui avaient entre 19 et 21 ans. Mais lui, il s'est mis dedans. Il a dit, quand je dis nous, c'est nous qui n'avons pas eu le niveau ce soir. Il a dit, on a besoin de matchs comme ça pour progresser. Ça change un peu de Christophe Furios, qui lui, quand il gagne, tout va bien. Il a le sourire jusqu'aux oreilles. Et quand il perd, ce que j'aime pas chez lui, et j'espère pouvoir lui dire un jour, c'est qu'il dézingue ses joueurs, quoi. Et moi, j'aime pas ça. Yannick Bru, il a dézingué aucun joueur. Et pourtant, j'ai regardé le match, ils ont été bouffés devant, derrière, enfin bref. Vraiment, ils se sont fait concassés, on va dire. C'est le terme après, exact. Ils étaient venus avec une équipe. Non, mais qu'est-ce que t'en penses ? Un coach comme ça, c'est rassurant quand même. Enfin, on tire pas sur un joueur, par exemple. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, des fois, entre guillemets, les coachs et le plan du coach, tu vois, le discours peut être bon, et finalement, l'envie sur le terrain, les coachs, ils sont pas non plus sur le prêt, tu vois, Fabrice. Donc, oui. Quand tu vois là Yannick Bru, je pense qu'il se dit qu'il aurait peut-être dû envoyer moins d'espoir ou de petits jeunes du bébé, parce que voilà, t'allais pas non plus à Montauban ou à Perpignan, tu vois. Mais ils y vont justement le week-end prochain, et ils ont ciblé ce match pour aller gagner à Perpignan, qui est pas bien. C'est ça. Donc peut-être. Donc là, tu vas quand même à Toulouse, avec un Toulouse qui est, moi ça me fait peur, parce qu'un Toulouse qui est quand même diminué. Qui marche sur l'eau. Quand tu vois encore l'infirmerie du Stade Toulousain. Et là, ils mettent quand même une fessée à Bordeaux. Enfin, là, franchement, moi, je me dis, quand les Dupont, les Argentins, tout le monde, il y avait François Cross, Peato Movaca, quand tous ces mecs vont revenir, ils vont mettre 80 pions par week-end, quoi. C'est ce que je dis, en préambule, en début de saison, c'est qu'ils ont 60 millions d'euros de budget. Ils ont 20 millions de plus que Clermont, et donc ils ont 60 joueurs. Et après, forcément, tu fausses le championnat. Ils ont aussi un centre de formation. Ils ont toujours développé des joueurs depuis des années. On a déjà vu plein de joueurs après qui sont partis dans d'autres clubs. Mais faut rien enlever quand même au Stade Toulousain. J'en parlais avec un ami. J'étais au Michelin, figure-toi, avec un Toulousain, Fabrice, qui me disait que, regarde, à l'époque, quand Hugo Mola a pris la suite de Guy Novès, c'était quand même pas une mince affaire. Tu prends la suite de Guy Novès, qui était un des plus grands entraîneurs du rugby français. C'est sûr. Et aujourd'hui, Hugo Mola, écoute, on peut que s'incliner vu ce qu'il a ramené comme trophée à Ernest Vallon. Ouais, c'est sûr. Louis, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Est-ce que tu penses qu'au rugby, on va déjà connaître le champion de France au mois d'octobre ? Ça va faire comme la Ligue 1 avec le PSG qui a 800 millions d'euros de budget. Je crois que c'est Marseille derrière avec 300 millions. Est-ce que ce gros écart de budget fait qu'aujourd'hui, Toulouse a 60 joueurs et à 3 équipes complètes, quoi ? Pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. On sait déjà qui va gagner le championnat cette année. Maxime l'a très bien dit. Ils ont un banc long comme un bras. On va falloir se battre. Pour revenir un peu sur l'équipe locale, l'équipe Fagnon, effectivement, va falloir se battre avec les armes qu'on a. Cette année, il y en a. On l'a vu ce week-end face à Toulon. Donc une belle réponse. Un beau message envoyé parce qu'il fallait gagner. Je pense que l'ASM sera présente cette année dans le top 5. Ils ont fait une grosse première mi-temps. Et moi qui est toujours assez sévère avec eux, parce que je trouve qu'ils ont vraiment une grosse équipe et des installations hors normes. Mais c'est vrai qu'ils ont fait une grosse première mi-temps. Mais ce qui est intéressant dans le rugby, en tout cas dans le format, comparé à un format comme on pourrait retrouver dans le foot, c'est ce système de play-off, je mets ça entre guillemets, avec les 6 premiers, où justement derrière, on peut se retrouver avec des quarts, des demi, où tout est jouable en fait. Le 6e peut gagner contre le premier, on n'est pas à l'abri sur un match, donc c'est vrai que ça permet toujours d'avoir un espoir, mais dans un autre sens, on peut se dire, punaise, c'est le 6e du championnat qui gagne le Brennus. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça en Ligue 1 à ton avis ? Est-ce que Lille, par exemple, qui finirait 6e, ne pourrait pas taper le PSG ? Franchement, pour le spectacle, je trouve que ça serait génial. Mais est-ce que ça... Ouais, ça serait génial. Le problème, c'est que derrière, tu es champion de France. Donc, ça veut dire que ça t'ouvre l'accès à la Champions League. Ouais. Et tu finis 6e de championnat et tu vas aller jouer à la Champions League. En fait, tu perds au change. Parce que tu vas te faire désosser en Ligue des Champions. Donc, c'est un peu la problématique qu'on pourrait retrouver. Donc, ça, c'est bien fait. Ça, c'est méfait. Voilà.
Après, pour revenir juste sur le dernier point, et je terminerai là-dessus, par rapport à Urios, je trouve que c'est pas du tout le même contexte. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte à l'ASM où justement qui a toujours été, qui a mis en avant l'excellence, qui revient à un niveau digne de ce nom. Et je trouve qu'il fait quand même un très bon travail et ça passe aussi par la voix. Pas juste et un peu de pression, pas simplement effectivement à rester dans ses pantoufles comme a pu le faire le coach de Bordeaux parce qu'il est sûr de ses forces, pas comme nous. Bien, c'est un bon avis. Ouais, c'était pour revenir par rapport à la prestation de ce week-end. C'est vrai que c'est dommage parce que, bon, si avant le match tu me dis qu'on gagne 27-10, moi je signe tout de suite, tu vois, parce qu'on avait besoin de résultats et que finalement là on est 7ème, on tirait la sonnette d'alarme. 8. Ouais, 8ème, c'est ça. Ouais. On était dans le top 10, quoi, et on est plutôt dans le haut de tableau. Si tu me dis ça avant le match, moi je suis quand même heureux parce qu'on était quand même 12ème il y a encore 2 journées. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, après, on en veut toujours un peu plus. Le point de bonus offensif est largement prenable, surtout qu'à un moment, Toulon est à 13 contre 15. Et en fait, c'est là où, dans des instants comme ça, malheureusement, on n'a pas encore franchi le step de pouvoir enfoncer une équipe. Et en fait, d'autres équipes, voilà, on parle de Toulouse, mais d'autres équipes comme le Racing, Stade Français, Bordeaux, qui jouent très bien aussi, qui font des bons matchs. À 13 contre 15, souvent, ils savent enclencher la marche en avant et puis tuer l'adversaire, quoi. Nous, on n'a pas encore cette force-là. Moi aussi, je voulais m'arrêter là-dessus un peu, mais c'est vrai que Mignoni a dit que c'était un coup d'arrêt pour Toulon. Ils ont été très, très indisciplinés. Et puis, la une du middle, je voudrais avoir ton avis, Chris, là-dessus, où on voit les coachs de rugby aujourd'hui qui sont obligés de prendre des personnes qui les aident psychologiquement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Est-ce que tout est centré sur le coach? Si les résultats sont pas bons, c'est le coach. Si un joueur sort un peu le samedi soir un peu trop, c'est forcément la faute du coach. Enfin, le coach, on dirait qu'il n'y a que lui quoi, qui saute, en fait. Bah, comme on dit, en fait, le coach, effectivement, il a le dos large. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression aussi des présidents, des sponsors, etc. Et surtout de résultats. Et on le sait depuis toujours, malheureusement, dans le sport co, en fait, quand une équipe ne va pas, c'est souvent le coach qui est remis en question. Plus dans que le les fusible joueurs. qui saute à chaque fois. Exact. Donc, pas étonnant, en fait, que les coachs aujourd'hui s'entourent et prennent des préparateurs mentaux pour les aider et les accompagner pour essayer d'éliminer cette pression, gérer surtout la pression de chaque week-end, puisque ça se cumule finalement, et puis même des fois, c'est 2 matchs dans la semaine. Donc, tout ça, il faut le gérer. Donc, effectivement, c'est normal que les coachs aujourd'hui essayent de trouver des solutions, des alternatives pour les aider justement à mieux gérer ce type de pression. Mais ça doit être terrible dans leur quotidien, parce que même au niveau familial, tout ça, quand ils rentrent le soir, ça doit être terrible quoi, dans leur quotidien. J'ose même pas imaginer. Ça doit être fou. Hein. Donc c'est vrai que c'est un beau métier, c'est quelque chose qui est gratifiant, mais à côté de ça, effectivement, faut accepter d'avoir cette pression-là. Et en général, ils préparent plus ou moins leur famille à ce quotidien-là. Hein. En général, c'est pas des personnes qui font ça comme une découverte. Ils ont déjà franchi le palier en tant que joueur, connu une certaine pression et lentement pris justement ce statut de coach. Donc ça va, en général, la famille est très, on va dire, rodée à propos de tout ça. Max. Pour finir la page jaune et bleue, Fabrice, j'ai hâte de voir la prestation de nos jaunards à Jean Daugé. On sait un peu pas la correction, mais le non-match qu'on a fait en phase finale en fin de saison dernière. Il va falloir confirmer. Et sachant qu'en plus on a laissé passer des points en début de saison, il faudra gagner à l'extérieur pour espérer un peu plus. Donc j'ai hâte de voir ce beau match samedi prochain. Si tu gagnes à Bayonne... Non, mais c'est sûr qu'il faut en faire pas mal de blessés en plus. Ouais. Donc est-ce qu'on serait pas dans la bonne fenêtre de tir? Ouais, mais j'ai regardé l'équipe quand même, c'est la première chose que j'ai fait. Enfin, les joueurs qui étaient disponibles à Bayonne, ça va quand même ressembler à quelque chose. Bayonne le week-end prochain. Bayonne est très solide. Et puis Greg Pata, c'est un bon coach pour le coup. Donc, mais bon, c'est sûr que de confirmer cette victoire contre Toulon à Bayonne, ça te fait passer dans les 4 premiers du championnat. Et là, c'est autre chose. Et après, tu reçois Castres à la maison, qui, je pense, est aussi à notre portée. Donc, tu peux quand même être sur une belle dynamique positive. Les gros sont passés, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. On est quand même en début de saison et les plus gros sont passés. Si tu gagnes à Bayonne, là, t'envoies un sacré message. Tu dis qu'on sera présent et ça pourrait être sympa. T'es candidat au bouclier de Brennus et puis ça me fait penser à Antoine Lafont. Et là, je peux lui annoncer à mon cher Antoine que l'ASM n'est plus en reconstruction, vu la victoire contre Toulon. De retour sur le Goss FM pour cette dernière partie, toujours en compagnie de Chris Naffer, Louis Genillet
qu'il va peut-être faire un Aerox. Peut-être, on ne sait pas. Et si je suis bien préparé par Chris, je m'y jette. Voilà, Allez. donc comme l'émission est enregistrée, il a dit qu'il allait faire un Aerox, et puis Maxime Secado, qui peut-être aussi va prendre le portable de Chris et se préparer. Hein. Moi, je la fais avec Max. Allez, en duo. On se la fait à deux. Bon, l'émission est enregistrée. Sinon, je ferai et son filmée, agent je veux dire. à Chris. S'il a besoin de quelqu'un dans la com, pas de souci. C'est ça. De ce côté-là. Quoi. C'est une vidéo enregistrée, on aura les On a preuves, toujours Chris. besoin. Ouais. Tu nous tiens au courant s'ils viennent pas. Hein. Je le dirai. Ok. Tout est noté. Bon, Pogacar, et c'est quoi ça? Enfin, Pogacar, c'est un extraterrestre. Il vient de quelle planète, lui, Pogacar? Ouais, Maxime. écoute, Fabrice, c'est encore impressionnant. Là, il fait encore un démarrage à donc, Tour de Lombardie, pour remettre un peu de contexte. Ouais, c'est ce qu'il veut. Donc, ouais, il fait ce qu'il veut. C'est le premier coureur à remporter 5 fois consécutivement un monument. Je sais pas si on se rend compte quand même C'est hallucinant. de la chose. C'est hallucinant. Et puis, il fait un démarrage où même un Remco Evenepoel, un Paul Sexas, notre Français qui est en forme olympique, gaz très fort, personne ne peut le suivre. Hein. De toute façon, lui, c'est son habitude maintenant. Pogacar, au mieux, il démarre à 40-50 bornes de l'arrivée. Au pire, à 100 bornes. Et personne ne peut le rattraper. Ouais, c'est fou. Hein. Donc, c'est fou, hein. donc franchement, c'est impressionnant. Là, en plus, donc, il est champion du monde et champion d'Europe. Ouais. Donc, sur le peloton mondial, là, quand même. À chaque fois qu'il participe à une course, il la gagne, c'est simple. Pas loin, voilà. Paris-Roubaix, s'il tombe pas dans le virage, il est au bout, je pense. C'est clair. Est-ce que c'est un grand champion cycliste comme ça, Chris, ferait un bon athlète Aerox? Parce que lui, il a une grosse condition, hein, Pogacar. Je pense que oui, largement, Ouais, parce qu'il a vraiment une base déjà au niveau de la condition physique, de la VO2 max aussi. Ouais. Et ça, c'est très important en Aerox et on en a vraiment besoin. Donc forcément, oui. Il aurait C'est peut-être peut-être- un c'est peu peut-être ce qu'il de fera. mal avec les sacs de sable, quoi. Tu vois. J'aurais peur que ça le fasse un peu. Un petit peu, ouais. Louis, qu'est-ce que t'en penses de Pogacar? Toi, je sais que t'as au même titre que Max, vous avez une bonne culture sportive. C'est quand même hallucinant de voir quelqu'un, à chaque course, il gagne, quoi. Pogacar, c'est sans arrogance, avec panache. C'est un Tranquille. athlète fabuleux. Ouais. Il donne envie de se mettre au vélo. On a l'impression que c'est facile quand on le regarde. Et puis on achète un vélo, on monte dessus et on va monter le Puy de Dôme. Et puis on reprend plus le vélo. Et c'est là qu'on se dit que ces mecs-là, ils sont stratosphériques parce que ils arrivent à enchaîner les compétitions, à être hyper constants et à gagner. À tout gagner. Et pourtant, il est effectivement, incroyable. Max l'a très bien souligné, dans le peloton, il y en a quand même quelques-uns Ouais. qui sont en pleine paluche et il est intouchable. Ouais. Et le peloton, on a l'impression d'avoir des amateurs avec lui. On C'est voit vrai. là Vingegaard qui remporte la Vuelta. Il remporte parce que Pogacar n'est pas là. Exactement. Si Pogacar est là, il gagne pas la Vuelta. Exactement. Il m'a presque donné envie d'acheter un vélo et de... Ah non, je plaisante. Bon, miracle au tennis. Alors, ça fait 40 ans, 45 ans que je suis le tennis. J'avais jamais vu ça. Quelqu'un 204e mondial qui remporte un Masters 1000. C'est incroyable. Et qui bat son cousin en finale. Mais il élimine Rune quand même, 10e joueur mondial. Et le goth Novak Djokovic, il le bat en demi. Un peu 6-3, vieillissant, quand 6-4. Un peu vieillissant, mais enfin quand même, Djoko, c'est la régularité. C'est vrai. Et il ne faut pas oublier que le monégasque Vachereau, il est 204e mondial. Été. Il était, mais quand il démarre ce tournoi à Shanghai, et puis il y avait une chaleur incroyable. D'ailleurs, Djoko a fait un malaise. C'est ce qui explique peut-être ses 38 ans. Mais en tout cas, c'est fou cette aventure-là. Chris, t'en penses quoi, toi, que deux cousins se retrouvent... Il y a peut-être des gènes au niveau de la famille, mais sérieusement, comment ils peuvent se retrouver comme ça en finale d'un Masters 1000 qui est une grosse compétition tennistique? On va dire que c'est la magie du sport. Hein, quand on a justement dans cette famille, un peu comme également LeBron James et son fils, qui se retrouvent du coup sur le même parquet NBA. C'est vrai. Et c'est juste incroyable. C'est ça, c'est la magie du sport. Ouais, donc le prince Albert va le recevoir, je suis sûr, parce que je connais bien la principauté, hein, mais bref. C'est dommage, les fils Thuram, je pense que Lilian les a fait un peu tard, mais sinon on aurait pu avoir un défenseur, un milieu, un attaquant, Fabrice. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, tu vois, il y a des je pense qu'il y a des gènes quand même. Hein. Ouais. C'est pas forcément parole d'évangile, mais ça aide. T'es conditionné, c'est sûr. C'est vrai, donc franchement, c'est des histoires qu'on aime parce que c'est une histoire vraie
Et j'espère par contre qu'il va pas s'arrêter en si bon chemin, Louis. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, Fabrice. J'espère que ça va pas être un flop parce que ces joueurs-là, c'est des talents émergents. Généralement, ils viennent pas des circuits classiques. Ils viennent un peu justement des circuits un peu moins médiatisés. Et les voir gagner, effectivement, on trouve ça génial. C'est une belle image aussi pour le tennis, parce que c'est une belle histoire, parce que ça reste quand même très exigeant, le Master 1000. Et voir deux cousins qui arrivent à ce niveau-là, bon, forcément, c'est familial. Mais ouais, très intéressant pour le tennis. Bravo à lui. 40e mondial, va falloir regarder maintenant. C'est ça. Et puis Rinderknecht, qui est lui... tennisman français, c'est bien parce que le tennis français, c'était pas terrible ces derniers temps. Et quand tu parlais d'histoire, Louis, effectivement, je crois que c'est historiquement le joueur le plus mal classé à remporter un Master 1000. Incroyable. C'est quand même. Ouais, c'est une performance. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est comme si moi je gagne le prochain Grand Prix de Formule 1 presque. Mais moi j'ai une question du coup qui. Ça n'a rien à voir avec ton auto-école, Fabrice. C'est ça. Moi j'ai une question du coup, messieurs, c'est surtout. Ça serait jamais arrivé s'il y avait eu des Nadal, des Federer sur le court. Est-ce que c'est pas aussi révélateur d'un niveau de tennis faiblissant ? Oui, si, c'est certainement... On l'a toujours dit, après la disparition du Big Four, il y a encore Djoko, on a bien vu qu'il était un peu vieillissant. Mais effectivement, là c'est sûr qu'on a quand même connu une ère des années 2000 avec Nadal, Djokovic, Murray et Federer qui était quand même impressionnante. On en a parlé ici sur ce plateau, hormis Sinner et Alcaraz aujourd'hui qui marchent sur le tennis mondial, ils sont peut-être que deux. Voilà. Ouais. C'est peut-être là où effectivement ça peut laisser la place à plusieurs Français à Roland-Garros et à d'autres grands tournois du Grand Chelem, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Chris, t'en penses quoi, toi, qu'un athlète comme ça de très haut niveau qui s'entraîne depuis des années et puis d'un coup, alors je ne sais pas, peut-être dans sa vie il y a aussi des choses qui se mettent en place, j'en sais rien du tout, moi je le connais pas. Mais hop, d'un coup là, il sort du lot, il explose tout et puis peut-être que sa carrière est lancée. C'est comme le pic de forme, hein. On ne sait pas exactement quand ça va émerger. Et c'est peut-être ça aussi, hein. C'est derrière une grosse préparation et comme on dit, attendre son temps aussi, attendre le bon moment. Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver aussi également pour ce joueur. Il est peut-être vraiment dans sa meilleure période où vraiment toutes les étoiles sont alignées, il est en bonne condition physique. Peut-être qu'aussi autour de ça, il est très très bien entouré. Il y a tout qui va bien, tout qui le pousse justement à avoir ce type de résultat. Je pense que c'est ça aussi. D'accord. Donc on va finir avec toi, Chris. Il nous reste un petit peu de temps quand même, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chris Naffer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? D'être en bonne santé, hein, déjà. Ouais. Continuer à être en bonne santé. Et puis, les enfants aussi. Les enfants aussi. Parce que je sais que t'es papa. Exactement. Et concernant l'Irox, de pouvoir donner le meilleur et de pouvoir performer sur cette nouvelle saison. Parce que comme je l'ai dit, hein, j'ai découvert cette compétition que depuis cette année. Derrière, j'ai mis des choses en place pour pouvoir justement donner le meilleur et approcher dans ma catégorie vraiment le plus haut niveau, quoi. Oui. T'as un pronostic pour Paris ? Bien sûr, j'en ai un. Allez, on t'écoute. Sub 1h10, c'est-à-dire de faire moins d'1h10. Ah, top. Voilà. Bon, c'est gagner déjà 7 minutes. Bien évidemment, j'ai d'autres objectifs, mais déjà, dans un premier temps, ce serait celui-ci. Et sur la prépa, c'est gagné ou... Sur la prépa, oui, ça avance très très bien. Ouais. Franchement, je suis très satisfait de l'évolution. Bon courage en tout cas. Merci On beaucoup. va suivre ça attentivement. Je vais donner quelques résultats quand même. Donc, le rugby à Vichy est premier en Fédéral 3. Si je parle du rugby à Vichy, c'est parce que ça a été un grand club dans les années 70 et 80. Donc, bravo à eux. Ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. La Jeanne d'Arc de Vichy en basket a encore gagné à Nantes, là 76-63, ils sont deuxième. Un petit coup d'œil à mon ami Arnaud Marcantei qui n'était pas sûr de se qualifier à Land avec Cournon en Coupe de France, et Cournon a gagné 3-2, donc c'est bien. Les filles du HBK ont gagné 29-25 contre le leader Bouillargues. Elles sont deuxièmes aujourd'hui derrière Rennes. La SM Rugby féminin a battu Lille 49-7 pour la première journée du top 10. Donc voilà, c'est vraiment bien tous ces clubs qui gagnent en fait. Donc ça prouve que l'Auvergne peut gagner en fait. Ça. C'est un territoire volcanique, Fabrice, et peut-être un territoire de champion. On va peut-être toucher le Brennus et le Clermont Foot va gagner la Coupe de France cette année. Ce serait l'idéal, ça. Bon, c'est déjà... Et l'OM, la Ligue des Champions, Fabrice.
Et l'OM, la Ligue des Bouches-du-Rhône. Des Champions, je me trompe. Bon, merci Chris, merci beaucoup, merci Louis, merci Maxime. C'est déjà terminé pour cette émission. Vous savez que vous pouvez nous retrouver en replay en podcast sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. À mardi prochain, au revoir. Avec un S à sport. Le Dos FM.